Bienvenue dans les lectures de Tonton Mvondo. Dites Mvondo. Alors le principe de cette émission est simple. Pour nous donner le goût de la lecture, nous allons lire ensemble des extraits d'un livre au choix pendant 1 heure chaque jour. Les ouvrages que nous allons lire vont traiter d'histoire, de culture, de sagesse africaine. Et puis nous allons aussi lire des ouvrages qui peuvent nous enrichir d'une façon ou d'une autre. Nous commençons cette émission avec la lecture du livre de Sylvia Cerbin, Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire. Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire, page 47, Anne Nzinga, la reine d'Angola. Alliant la diplomatie à la stratégie militaire, elle a dominé l'histoire de l'Angola pendant près d'une 40aine d'années sans jamais capituler face aux ambitions du Portugal sur son royaume jusqu'à sa mort à l'âge de 82 ans. Popularisée dès le XVIIe siècle dans diverses cours d'Europe par une importante littérature documentaire et de fiction, l'extraordinaire résistance de cette femme contre une puissance européenne lui vaudra un rayonnement international inégalé de toutes les grandes figures de l'histoire africaine précoloniale. Enfin, une trêve bienfaisante apaisait l'Angola, déchirée en ce XVIIe siècle par de sanglantes guerres de conquête. Le roi Maningola Dundongo, un des derniers bastions de résistance aux tentatives d'invasion portugaise, venait d'accepter un traité de paix proposé par Lisbonne qui piaffait d'impatience aux portes de son territoire. Vers la fin du XVe siècle, quelques pays européens s'étaient lancés dans de grandes expéditions maritimes afin d'élargir leurs frontières d'origine par la conquête de nouveaux territoires ou établir leur influence et dont ils comptaient s'approprier les ressources. Au gré de leur escale de ravitaillement, les navigateurs portugais, anglais, espagnols, français ou hollandais cherchaient à identifier les zones aux richesses prometteuses. Puis ils revenaient avec des troupes armées pour prendre pied dans les contrées convoitées avant d'en déporter les populations en esclavage de l'autre côté de l'Atlantique. Ancien vassal du royaume Congo, dont il s'était affranchi vers le milieu du XVIe siècle, le Dongo, berceau du peuple Mbundu, sera le premier pays africain colonisé par l'Europe. Les Portugais s'étaient installés sur l'île de Luanda avec l'accord du roi du Congo et y avaient érigé un comptoir négrier en 1557. Après avoir renommé l'endroit Angola, en s'inspirant du mot Ngola, qui dans la langue locale signifie roi, les nouveaux venus feront de ce royaume côtier d'Afrique centrale la région du continent la plus décimée par la traite négrière. Les caravelles de l'amiral Diego Cao avaient repéré cette partie de l'Afrique en 1484. En y débarquant, les Portugais furent surpris d'y découvrir un véritable Eldorado de 8 provinces insolemment fertiles, arrosées de nombreux cours d'eau et dotées d'une agriculture vivrière autosuffisante couplée à de l'élevage de bovins. Les bourgs, parcourus d'allées d'orangers, de grenadiers et de citronniers, étaient reliés par des pistes bien entretenues. Au XVIe siècle, un visiteur européen écrivait que l'endroit offrait aux voyageurs le spectacle le plus brillant et le plus enchanteur. Des vignobles immenses, des champs qui tous les ans se couvrent d'une double moisson, de riches pâturages. La nature semble prendre plaisir à rassembler ici tous les avantages que les mains bienfaisantes n'accordent que séparément dans les autres contrées, et quoique noirs, les habitants du royaume d'Angola sont en général fort adroits et très ingénieux. Les Portugais y trouvèrent en effet une population industrieuse occupée à des activités aussi diverses que l'artisanat,
tissage d'étoffes à partir du raffia, travail de l'ivoire et des peaux, fabrication d'ustensiles en cuivre, l'extraction minière et le commerce transfrontalier. Mais ce qui attira surtout leur attention, ce furent les diamants charriés par le fleuve Kwanza. Ils s'étaient également mis en tête que l'endroit regorgeait de mines d'argent. Sans attendre, ils décidèrent de prendre officiellement possession de ce lieu béni au nom de sa très chrétienne majesté, le roi du Portugal, pour en faire une escale d'approvisionnement en esclaves destinée à la mise en valeur de leur territoire du Brésil. Ainsi, la déportation massive des populations africaines leur laisserait le champ libre pour prendre contrôle des richesses du pays. Et effectivement, dans cette colonie, l'intensité de la traite sera telle que la dynamique antérieure s'en trouvera complètement brisée, empêchant toute resurgence d'une économie diversifiée. En 1575, la couronne portugaise accorda à Paulo Dias de Novaes, petit-fils de l'explorateur Bartolomeu Dias, une charte l'autorisant à conquérir 200 km² de côte au sud du Kwanza et à s'approprier des terres aussi loin qu'il pourra pénétrer à l'intérieur de ce territoire. Un territoire où il avait déjà effectué une première reconnaissance en 1560 et dont les autochtones l'avaient chaleureusement accueilli. Toutefois, même si les visiteurs européens se croyaient autorisés à s'approprier tout ce qui s'offrait à leurs yeux, cette contrée faisait partie intégrante du royaume du Ndongo. S'étant rendu compte des intentions de Novaes, le souverain de l'époque, sûr de son bon droit, lança ses soldats contre une colonne d'exploration de 30 Portugais, attirant sur son pays les foudres des conquistadors. À partir de fortins érigés sur le littoral, ces derniers s'élanceront à la conquête de ce royaume qui, de guerre en repli et de compromis en traité, s'en trouvera progressivement désagrégé. Pendant près d'un siècle, les mousquets cracheront leur feu contre des guerriers armés de lances et de leur seul courage. Les provinces côtières tomberont les premières. Avec l'annexion de sa façade maritime, le Ndongo sera amputé d'une partie de son emprise territoriale, ce qui permettra aux Portugais d'établir la prospérité de la ville côtière de Luanda sur l'exportation d'or, de diamants, mais aussi à grande échelle d'esclaves vers les plantations américaines. Devenue la capitale d'une colonie de peuplement stratégique, Luanda sera l'objet de toutes les attentions du Portugal qui y fera administrer ses intérêts par un gouverneur ayant rang de vice-roi. Du vaste royaume d'antan, édifié par leurs prédécesseurs, il ne restera face à l'avancée portugaise qu'une seule province au souverain angolais, sans cesse contraint de se replier vers l'est. Malgré la politique de harcèlement de ses assaillants, le Ndongo se voulait un symbole de résistance, bien que sa superficie ne cessât de se réduire. Sur cette terre régnait depuis plusieurs générations la famille de la reine Zinga, grande figure historique de l'Angola. En 1617, à la mort de son père, Bandji Ngola Kilwanji, qui fut le 8e roi du Ndongo, qui dirigea de 1592 à 1617, le fils aîné, un balou tyrannique et retors, s'empara du pouvoir après avoir fait assassiner le successeur désigné par le défunt. Pressé d'inaugurer son règne par une victoire sur les colonnes portugaises qui s'étaient avancées jusqu'à une cinquantaine de kilomètres de Cabasso, sa capitale, Maningola leva 30 000 guerriers prêts à mourir en brave. Il entendait faire respecter ses droits sur une zone relevant de son autorité
et qui avait déjà fait l'objet d'un pacte avec le gouverneur étranger. Après plusieurs mois d'une campagne meurtrière où plus de la moitié de son armée fut décimée, le roi dut se rendre à l'évidence. Il n'était pas de taille à lutter contre l'arsenal des Blancs. Une nouvelle trêve s'imposait donc pour rediscuter du tracé des frontières et arbitrer l'échange des prisonniers. Se fiant pour une fois aux recommandations du Conseil du Royaume, il décida de confier à sa sœur, la princesse Zinga, le soin d'aller négocier ce difficile traité à Luanda. De son vrai nom, Ngola Mbandi Nzinga Mbandi Kiangola, je cite, la reine dont la flèche trouve toujours le but, c'était une habile tacticienne au tempérament de fer et au charisme incontesté. Il faut dire qu'elle était allée à la bonne école. Initiée dès le plus jeune âge par son père qu'elle suivait comme une ombre, elle avait appris à réagir en homme d'État. De ce fait, même si son avis n'avait aucun caractère officiel, elle ne se gênait guère pour exprimer ses appréciations sur la façon de conduire le pays ou les stratégies à privilégier en cas d'hostilité. Ce qui avait le don de mettre son frère en rage, lui qui ne connaissait que la terreur pour imposer ses vues. Vexé par ce qu'il considérait comme un défi à son autorité et une humiliante provocation, il ne lui épargna aucune cruauté et, plus d'une fois, la fit mettre au fer pour des motifs des plus futiles. Porté en litière par une brigade de 4 esclaves véloces qui se relayaient à intervalles réguliers, Zinga, accompagné d'une suite de courtisans et de serviteurs ainsi qu'une escorte armée, fit le voyage en quelques jours. Luanda, que de transformations sur ce territoire arraché au royaume de ses pères. Enfant chéri des Portugais, la cité était devenue un des endroits les plus animés de la côte australe africaine du fait de son énorme croissance de population. Avec ses allures de ville européenne et ses églises, dont la première fut construite en 1505, elle était parsemée d'imposantes demeures en bois abritant les nouvelles élites coloniales et de hangars à esclaves tournés vers l'Atlantique. L'annonce de l'arrivée de l'ambassadrice angolaise avait eu un formidable écho et attiré une foule de curieux pleins d'excitation au débouché de la piste conduisant au Ndongo. Tout ce que la ville comptait d'important s'était aussi déplacé pour être de l'événement. Impressionnés par le beau monde, les badauds peu habitués à des spectacles aussi solennels trompaient leur impatience en tentant de mettre un nom sur les officiels. Une salve de 21 coups de canon tonna enfin, saluant l'arrivée de la délégation aux portes de la capitale. Puis le cortège apparut, déclenchant des exclamations d'enthousiasme dans la foule africaine contenue par 2 colonnes de miliciens portugais en habits d'apparat. Un cordon d'artilleurs lui ouvrit le passage vers le centre-ville et, spontanément, les curieux s'agglutinèrent dans le sillage des visiteurs. Zinga était vêtu d'un pagne de fin velours de raffia. Une étoffe de couleur vive posée en écharpe sur ses épaules lui couvrait à peine la poitrine. Sa couronne d'or massif, sertie de pierres précieuses et surmontée d'une touffe de plumes multicolores, formait un petit casque sur sa tête. Tout en elle traduisait la fierté des femmes de haute lignée. Comme indifférente à la curiosité manifestée sur son passage, la princesse assise bien droite sur sa litière observait avec acuité l'étrange univers qui se présentait à elle. Les cases rondes de Jadji avaient fait place à des habitations colorées, entourées de larges balcons et percées de volets en bois. Des ruelles avaient été tracées
où déambulaient de nouveaux types de populations plus métissées. Elle remarqua les nombreuses boutiques de commerçants portugais et l'ostentation de ces quelques noirs aisés qui commençaient à troquer leurs costumes traditionnels contre des tenues européennes. Elle sentit aussi la résignation des gens du petit peuple, arrachés à leurs plantations de vivriers et privés des métiers dont ils tiraient jadis leur subsistance. L'administration à laquelle ils étaient désormais assujettis ne leur reconnaissait qu'un seul statut, celui d'esclave ou de serviteur. D'ailleurs, en longeant la rade, elle aperçut les marins portugais, espagnols, italiens et hollandais affairés à embarquer sans ménagement des centaines d'esclaves alignés en file. En faction sur le quai, des négriers blancs contrôlaient avec vigilance le bon déroulement des opérations, aidés d'intermédiaires afro-brésiliens originaires pour la plupart de l'île de Sao Tomé. Luanda avait la réputation d'être un des ports de traite les plus féroces d'Afrique. Les esclaves y étaient parqués comme des animaux et près de la moitié d'entre eux mouraient de malnutrition et de mauvais traitements avant même leur transfert sur les bateaux. Après s'être reposée dans la résidence qui devait abriter son séjour, la princesse fut conduite au palais du gouverneur où l'attendait une courte cérémonie de bienvenue. Accueillie par le vice-roi du Portugal en personne, Don João Correia da Souza, elle fut dirigée vers le salon où devaient avoir lieu les pourparlers. En entrant dans la pièce, Zinga eut un imperceptible mouvement de raideur. Elle venait d'apercevoir, posé par terre sur un tapis, face à l'unique fauteuil de velours rouge, visiblement destiné au vice-roi, 2 coussins de brocart frangés de fil d'or. Elle comprit d'emblée que ces coussins étaient destinés à son assise. Cette différence de traitement, suggérant un état d'inféodation, lui déplut souverainement. D'un geste sec, elle ordonna à l'une de ses suivantes d'approcher. La servante n'eut point besoin d'explication pour comprendre le courroux de sa maîtresse. Elle se mit précipitamment à genoux sur le tapis et, prenant appui sur ses coudes, pencha le buste en avant et lui présenta son dos. Un bourdonnement d'effarement saisit l'assemblée des officiels portugais. Zinga se posa sur ce fauteuil improvisé et y demeura pendant toute la durée de l'entretien. Un illustrateur néerlandais qui se trouvait dans la salle eut le réflexe d'immortaliser d'un rapide croquis cette scène stupéfiante. L'anecdote fit le tour de la contrée et se répandit jusque dans les salons de Lisbonne. Par cette réaction, la princesse du Dongo signifiait clairement à ses interlocuteurs qu'elle n'était pas venue faire acte de soumission, mais traiter d'égal à égal. D'ailleurs, ils ne mirent pas longtemps à comprendre qu'ils auraient affaire à forte partie. Sans davantage prêter attention à l'émoi suscité par tant d'aplomb, Zinga indiqua au vice-roi qu'elle était maintenant prête à entamer la discussion pour laquelle elle avait effectué ce déplacement. Son sens de la répartie et son habileté politique dominèrent entièrement l'entretien, nous disent les chroniques portugaises de l'époque. Elle ne céda en rien sur ce qui semblait relever de la dignité de son peuple. Au début, le vice-roi chercha bien à l'intimider, mais il dut très rapidement revenir à un ton plus respectueux de diplomatie. Ainsi, avant même d'aborder le préambule prévu sur la question des frontières, il commença par réclamer de façon péremptoire la libération des prisonniers de guerre portugais. La princesse lui répondit posément qu'elle n'y voyait aucun inconvénient, à condition toutefois que tous les Noirs déportés en esclavage soient ramenés dans leur patrie. Don Correia da Souza en revint au menu des discussions. Les tractations furent difficiles et acharnées.
mais Nzinga n'en démordit pas. Elle parvint à obtenir le recul des troupes étrangères hors des frontières antérieurement reconnues et le respect de la souveraineté du Ndongo. En échange de quoi, le roi angolais devait s'engager à libérer ses otages portugais et à coopérer avec Luanda dans le commerce des esclaves. Au moment de clore la négociation, le vice-roi suggéra que le Ndongo se mette sous la protection du roi du Portugal, ce qui supposait en réalité le paiement d'un impôt de vassalité consistant en la livraison de 12 à 13 000 esclaves par an à l'administration coloniale. Mais c'était mal connaître son interlocutrice. Je cite, « Sachez, monsieur, objecta-t-elle, que si les Portugais ont l'avantage de posséder une civilisation et des savoirs inconnus des Africains, les hommes du Ndongo et du Matamba, eux, ont le privilège d'être dans leur patrie au milieu de richesses que malgré tout son savoir, le roi du Portugal ne pourra jamais donner à ses sujets. Vous exigez tribut d'un peuple que vous avez poussé à la dernière extrémité. Or, vous le savez bien, nous paierons ce tribut la première année et l'année suivante, nous vous referons la guerre pour nous en affranchir. Contentez-vous de demander maintenant et une fois pour toutes ce que nous pouvons vous accorder. » Fin de citation. Le débat était clos. Au moment de prendre congé, Da Souza, au sortir de la salle d'audience, fit remarquer, non sans une certaine gêne, que la jeune servante utilisée comme tabouret n'avait toujours pas quitté sa pose. Je cite, « L'ambassadrice d'un grand roi, répondit Nzinga avec hauteur, n'utilise jamais deux fois la même chose. Cette fille m'a servi de siège, elle n'est plus à moi. » Fin de citation. Et c'est ainsi qu'en cette année 1622, Nzinga fit une entrée remarquée dans l'histoire tourmentée des relations entre le Portugal et l'Angola. Auréolée de ce premier succès diplomatique, sur invitation de son hôte, elle resta quelques mois à Luanda dans l'attente de la ratification du nouveau traité par Lisbonne. Un séjour qu'elle mit à profit pour s'imprégner de la culture lusophone, parfaire sa connaissance de la langue et observer les usages de ses futurs adversaires. Introduite dans la haute société de Luanda par le gouverneur et son épouse avec lesquels les liens s'étaient raffermis, elle participa à quelques mondanités locales. On la convia aussi à la messe du dimanche où les élégantes coloniales se devaient d'exhiber des toilettes du dernier cri confectionnées par les meilleurs modistes de métropole. Ce qui était peut-être de la curiosité au départ se mua sans doute en intérêt. Toujours est-il qu'elle finit par céder à l'amicale pression du gouverneur et décida d'embrasser la religion catholique peu avant son retour au Ndongo. Même si ces actes étaient rarement exempts de calculs politiques, Nzinga espérait sincèrement à l'époque que cette conversion faciliterait les futures relations de son pays avec les Portugais, pensant que ces derniers respecteraient mieux les souverains noirs qui partageraient leur foi. Le baptême eut lieu dans la cathédrale de Luanda et la princesse qui eut Don Coria, Da Souza et son épouse Anna comme parrain et marraine reçut le nom de Dona Ana Nzinga. Mais la paix ne dura pas. Arrivé en fin de mandat, le vice-roi fut remplacé par un gouverneur moins respectueux des engagements conclus et qui brûlait en outre de prendre du galon en contribuant à élargir l'étendue des possessions angolaises. Dédaignant les dispositions antérieures, les conquistadores refusèrent de se retirer de la région litigieuse d'Ambaka, ce qui obligea le Ndongo à reprendre les armes pour se défendre. Le roi, irrité,
fit chasser tous les aventuriers qui s'introduisaient sur son territoire pour y repérer leur futur domaine. La politique de colonisation forcée menée par Lisbonne attira en effet dans les zones de conflit toutes sortes de gens, fonctionnaires, marchands, religieux, pionniers, qui espéraient être les premiers à profiter de l'accaparement des terres lorsque les Noirs en auraient été chassés. Ce nouvel engagement sur les rives du fleuve Kwanza allait être fatal aux frères de Nzinga. Le millier de soldats portugais bien équipés en armes à feu et leurs 10 000 mercenaires africains recrutés au Congo ne firent qu'une bouchée de l'armée angolaise, menaçant même la capitale. Impuissant à contenir la déroute des siens, Maningola dut plonger dans le fleuve pour échapper à ses poursuivants. Après avoir nagé jusqu'à un banc de sable, il fut recueilli par 2 serviteurs de la cour qui, comme par hasard, se trouvaient sur le même îlot. Ils pensèrent à ses blessures et lui proposèrent à boire. Juste avant de mourir, foudroyé par le poison, l'imprudent tyran eut le temps de comprendre que Nzinga venait de signer là sa vengeance. Cela faisait longtemps qu'elle attendait son heure. L'information reste sans doute à vérifier, mais il semblerait qu'elle s'était entendue avec les chefs des unités de combat pour qu'ils précipitent la retraite sans vraiment livrer bataille, estimant que les décisions intempestives de son frère menaient le royaume à sa perte. Elle prit la succession en 1624 et, respectueuse des traditions, offrit aux défunts des funérailles grandioses où furent immolées quelques-unes de ses veuves. Son premier acte de reine fut d'envoyer un émissaire à Luanda pour en rassurer les dirigeants sur ses intentions pacifiques. Elle restait cependant sur ses gardes, consciente de la menace qu'il représentait. Je cite, « Ils ont coupé des branches, disait-elle à leur propos, mais l'arbre vit toujours. » Fin de citation. Elle décida alors d'aguerrir son armée par des exercices d'endurance, comme elle avait vu faire chez les Européens, et d'organiser l'infanterie en carré discipliné. Elle était maintenant prête à prendre le flambeau de la résistance contre l'occupation étrangère. Nzinga rallia à sa cause plusieurs États voisins. Toutefois, ne souffrant d'aucune contestation, elle finit par annexer les moins fiables de ses coalisés pour les incorporer à son armée. Lorsqu'elle y était contrainte, ses choix stratégiques ne s'embarrassaient guère de scrupules, dut-elle vendre son âme au diable. Obsédée par la protection des siens, l'implacable logique de guerre qu'elle avait fait sienne reposait sur une exigence primordiale: être les plus forts pour ne pas se retrouver anéantis. L'un des actes qui sembla lui coûter le plus au plan moral, mais qu'elle ne regretta qu'au crépuscule de sa vie, fut sa complaisance envers les redoutables guerriers Djaga, voisins réputés avides de sacrifices humains dont les forces étaient nécessaires à la sécurisation de son territoire. Soucieuse de démontrer à ses nombreux alliés que la barbarie de leurs coutumes ne la rebutait pas, c'est sans état d'âme que la bouillante reine du Ndongo ordonna d'effroyables exécutions pour pimenter les réceptions offertes à ses hôtes, allant même jusqu'à goûter la chair des suppliciés. Montrer qu'elle était la plus forte en manifestant une cruauté à la mesure de ses alliés imprévisibles lui permit de prendre le contrôle de l'armée des Jaga qu'elle réorganisa à son tour. Tout en se préparant militairement, Nzinga pratiquait également sur le terrain une véritable guerre psychologique qui porta remarquablement ses fruits. Ainsi,
elle apparut comme une libératrice en accordant l'asile de son royaume à tous les fugitifs qui voulaient abandonner les territoires contrôlés par les Portugais. Un geste qui servit amplement son action de propagande en direction des soldats africains enrégimentés dans l'armée d'occupation et, de ce fait, bien équipés. Les incitant à rejoindre ses troupes en échange de terres et de fortes récompenses, elle parvint à fragiliser le dispositif ennemi. Elle sut également utiliser la nature à son profit en choisissant les saisons porteuses de malaria pour provoquer les forces adverses, épuisées par des fièvres auxquelles elle n'était pas habituée. L'utilisation de renseignements militaires lui permit aussi de consolider sa stratégie. Zinga s'était en effet doté d'une police secrète particulièrement efficace dont les espions en maraude dans les faubourgs de Luanda surveillaient les arrivées de navires en provenance de Lisbonne ou du Brésil et les débarquements d'armes et de troupes fraîches. Elle était donc informée des moindres intentions portugaises. Fallait-il qu'elle soit une femme d'exception pour résister autant d'années à une armée européenne sans jamais capituler? Sa croisade sera longue en effet, entre escarmouches violentes et résistance désespérée pour empêcher son royaume de tomber sous le joug d'une puissance étrangère. Une fois pourtant, elle manqua de se faire surprendre dans une embuscade près des gorges de Kina-Kinene. Sentant sa retraite coupée, elle préféra se jeter dans un précipice pour ne pas tomber entre les mains des assaillants. Par chance, elle réussit à s'accrocher in extremis à une liane avant de disparaître dans la forêt. Prodigieuse évasion alors qu'elle avait déjà une 50aine d'années. Toutefois, son obstination et son remarquable courage n'empêcheront pas la perte du Ndongo que les Portugais contrôlaient maintenant en quasi-totalité, au point d'y installer un nouveau roi à leur solde. Défaite sur le plan militaire, Nzinga ne s'avoua cependant pas vaincu et prit le maquis en 1626 avant de se replier sur le territoire frontalier du Matamba, province vassale du Ndongo, dont elle allait prendre les rênes en 1631. Elle n'acceptera jamais la perte du Ndongo et jusqu'au crépuscule de son règne, elle continuera de signer toutes ses correspondances du titre de Zingambandi Ngola, reine du Ndongo et du Matamba. Les vice-rois qui se succédaient n'en pouvaient plus d'essuyer des échecs face à ce roc indestructible, une femme en plus. En dernier recours, l'un d'entre eux voulut jouer sur la corde sensible en lui demandant cette fois de se soumettre à la couronne portugaise en tant que chrétienne. « Je ne suis tributaire de personne », répliqua-t-elle par retour de courrier. « Les armes décideront qui du Portugal ou de moi devra tribut à l'autre. » Sa foi chrétienne, elle avait d'ailleurs abjuré depuis fort longtemps, considérant que la pratique de la religion de ses ennemis était en contradiction avec son statut de reine. Lorsqu'en 1641, la flotte hollandaise de l'amiral Van der Kerkhoven lança une attaque sur Luanda avec l'intention d'arracher cette prospère colonie au Portugal, Nzinga y vit l'opportunité d'offrir une trêve à son pays épuisé par des années de conflits. Se réjouissant de la défaite de ses adversaires, elle envoya une ambassade au nouveau maître de la capitale en leur proposant une alliance. Le monopole, pour les Hollandais, du commerce avec l'Angola, en échange du rétablissement des droits des souverains africains sur leur territoire. L'amiral hollandais fut séduit. L'intérieur des terres ne l'intéressait guère et, grâce à ce pacte, les Portugais assiégés par des populations hostiles se retrouvaient en perte de vitesse. Pendant les 7 ans que dura la présence hollandaise,
les négociants de Rotterdam reçurent or, diamants et esclaves à profusion, tandis que les paysans angolais reprenaient possession des terres fertiles de leurs ancêtres, transformées par les colons lusitaniens en culture commerciale de maïs et de tabac, plantes importées du Nouveau Monde. Et ils se mirent à reconstruire leur village, pressés de savourer la paix retrouvée. En 1648, l'Europe réglait un de ses nombreux conflits religieux par la guerre de 30 ans entre puissances catholiques et protestantes. En vertu du traité de Westphalie garantissant l'indépendance de la Hollande, Amsterdam dut s'engager à respecter en contrepartie les possessions de ses rivaux en Amérique et en Afrique. Aux grandes dames de Zinga qui espéraient reconstituer son ancien royaume en profitant de la bienveillante neutralité de ses amis hollandais. L'amiral van der Kerkhoven rembarqua dans ses troupes, non sans prévenir la reine de l'arrivée imminente d'une nouvelle flotte en provenance de Lisbonne avec des forces considérables en hommes et en armement. Créant des représailles contre le petit peuple de la province coloniale, Zinga organisa aussitôt, vers le Matamba, l'exode de tous les paysans du Ndongo qu'elle avait aidé à se réinstaller et qui durent, la mort dans l'âme, brûler leurs villages et leurs récoltes afin de ne laisser qu'une terre morte à l'ennemi. Puis vint le temps de l'apaisement. À 73 ans, Nzinga continua de conduire ses troupes entre montagnes, forêts et savanes afin que pas une once de son royaume ne s'émiette. Le nouveau gouverneur portugais, Salvador Correa, sans doute plus clairvoyant que ses prédécesseurs, avait compris qu'une guerre interminable ne serait profitable à aucune des parties. Il était décidé à respecter les termes du nouveau traité qu'il comptait proposer à la vaillante reine du Matamba, sans chercher à ruser ensuite pour la déposséder de son territoire. Lui rappelant qu'elle avait été baptisée à Luanda même, il fit appel dans une lettre personnelle à ses sentiments chrétiens pour préparer la négociation. Mais une fois de plus, la réponse fut cinglante. Je cite, « Le roi du Portugal, dit-on, consent à m'accorder quelques provinces de mon royaume d'Angola. Quel droit a-t-il sur mes États? En ai-je sur les siens? Est-ce parce qu'il est aujourd'hui plus fort? Mais la loi du plus fort ne prouve que la puissance et ne légitime jamais de telles usurpations. Le roi du Portugal ne fera donc qu'un acte de justice et non pas de générosité en me restituant non pas quelques provinces, mais tout mon royaume sur lequel ni sa naissance ni sa force ne lui donnent aucun titre. » Fin de citation. Après quelques prudentes avancées diplomatiques, le traité manqua d'être remis en question lorsque la reine refusa radicalement l'idée du versement d'un tribut annuel de son pays à la couronne portugaise. « Faites savoir à votre souverain, déclara-t-elle au diplomate Rui Pegado, envoyé vers elle en ambassade, qu'en rendant la partie de mon royaume usurpée par la force, il se comporterait en grand gentilhomme. Mais s'il le rendait dans sa totalité, il agirait en monarque juste et généreux. Quant aux tribus réclamées, qu'ils se souviennent que je n'ai jamais rendu hommage à qui que ce soit. Je ne me reconnais ni vassal ni tributaire de personne. » Fin de citation. Comprenant au bout de quelques mois qu'elle ne transigerait pas, les Portugais renoncèrent finalement à cette prétention. Le traité fut ratifié le 24 novembre 1657 à Lisbonne par le jeune roi Alphonse VI. Il allait être respecté pendant 2 siècles. La paix régna enfin dans le royaume du Matamba après une quarantaine d'années de campagne quasi ininterrompue. Nzinga avait réussi
à préserver le peu qui était resté de son royaume perdu d'Angola, sa terre natale rétrécie, avec ses troupes portées par le désir de défendre chèrement leur liberté. Croyez-vous, avouera-t-elle plus tard au missionnaire italien Antonio de Gaete, son confesseur, que j'étais heureuse de passer ma vie dans le tumulte des armes, le carnage et la cruauté? Ce sont les vôtres, les Européens, qui m'y ont obligé. Ils m'ont enlevé des États, ont spolié mon royaume et voulaient nous réduire à l'esclavage. Croyez-vous que j'aurais pu les laisser faire et devenir un objet de mépris de la part de mon peuple? Je devais me battre pour que les usurpateurs me rendent tout ce qu'ils nous avaient enlevé. Aujourd'hui, je ne demande qu'une chose. Je prie pour que Dieu rompe les chaînes dont je suis chargé. Fin de citation. La reine savait que tant qu'elle serait sur terre, son royaume resterait à l'abri d'une occupation extérieure. Mais le chemin avait été long pour aboutir à ce résultat. C'est un peu pour cela qu'elle s'était reconvertie au christianisme. Non plus par calcul politique comme lors de son séjour à Luanda, où elle avait eu en réalité le sentiment d'une contrainte visant à la manipuler, mais parce qu'elle se sentait maintenant touchée par la grâce. Elle avait donc ouvert ses portes aux missionnaires européens et les nobles angolais n'avaient eu d'autre choix que de se soumettre à leur tour au baptême chrétien, mais davantage pour suivre leur reine que par conviction réelle. Le catholicisme devint religion d'État, mais la grande majorité de la population demeurait profondément attachée à ses croyances ancestrales. Anzinga proclamait également l'interdiction sur toute l'étendue de son royaume des sacrifices humains traditionnellement organisés lors des funérailles. Elle ne voulait pas offrir un prétexte aux Blancs qui justifiaient leur lutte contre les autochtones et la spoliation de leur territoire par la nécessité de mettre fin à de telles pratiques. La reine était plutôt encline à penser que, loin d'être guidée par un souci purement humanitaire, les Européens cherchaient surtout à se garantir un potentiel de marchandises humaines pour le trafic négrier qui battait son plein. Accédant aux souhaits de ses missionnaires, elle fit bâtir une église dans la capitale et en surveilla elle-même les travaux depuis la pose de la première pierre jusqu'à la fin du chantier. Le jour du lancement des travaux, elle étonna d'ailleurs son monde en se rendant sur la carrière où des esclaves concassaient des blocs de granit pour les fondations de l'ouvrage. Elle prit un petit bloc de pierre sur ses frêles épaules et suivit les porteurs jusqu'au site prévu. Une action symbolique comme elle les aimait pour marquer les esprits. Aussi, lorsqu'on procéda à l'abattage des arbres pour l'édification des parois, ce fut encore elle qui donna le premier coup de hache. Elle passait régulièrement sur le chantier pour offrir des repas aux manœuvres qui avaient droit, lorsqu'elle était satisfaite de l'avancée des travaux, à quelques tonneaux de bon vin européen ou bien à la compagnie de ses musiciens chargés de leur communiquer un peu d'ardeur à l'ouvrage. La paix revenue, Anzinga put à nouveau vaquer aux occupations quotidiennes de sa charge et faire revivre un cérémonial et des usages de cour qui avaient été longtemps en sommeil. Quelques-unes de ces pratiques étaient assez étonnantes comme, par exemple, le déjeuner public de la reine célébrant des moments particuliers fixés par la coutume. En ce jour animé des va-et-vient de serviteurs absorbés par leurs tâches d'intendance, le couvert de la reine était dressé dans une vaste cour ombragée où se tenait un grand nombre de personnes. D'un claquement de doigts, le Premier ministre répartissait l'assistance comme un corps de ballet. Les officiers alignés en demi-cercle le long des palissades, fermant la cour intérieure et, devant eux, les dames de compagnie assises par terre sur des nattes à 10 pas du coussin de la reine. Ce jour-là, Anzinga arriva, suivi du missionnaire capucin Antonio de Gaete, qui désormais l'accompagnait dans tous ses déplacements
depuis sa seconde conversion à la religion catholique. Ses 80 ans n'avaient en rien altéré sa vitalité ni son élégance naturelle. Elle était, il est vrai, d'une grande coquetterie. Son goût pour les belles toilettes, les bijoux somptueux et les pièces de brocart importées d'Europe fut attesté par plusieurs documents portugais d'époque. C'est simple, plusieurs pièces de son palais étaient réservées au seul rangement de sa garde-robe. Saluant d'un sourire ou d'un mot aimable les dignitaires alignés sur son passage, Nzinga alla s'installer sur un large coussin de raffia rouge disposé sur une natte et releva légèrement son pagne sur ses jambes. Une dizaine de servantes accoururent aussitôt, tenant précautionnement entre les mains les plats de terre cuite renfermant d'appétissantes spécialités préparées par les meilleures cuisinières de chaque province. 300 femmes étaient affectées en permanence à son service et elles se relayaient chaque semaine par équipe de 10. La reine goûta quelques brochettes de sauterelles et se régala d'un lézard grillé avant d'entamer une onctueuse volaille cuite à la braise et du poisson en sauce. La cuisine régionale était à l'honneur lors de telles cérémonies et pas moins de 80 plats différents étaient servis, représentant des spécialités de différents groupes ethniques. Nzinga se faisait bien entendu un devoir d'y goûter afin de ménager toutes les susceptibilités. À mesure qu'elle portait un mets à sa bouche, elle lançait les autres morceaux en direction des dames de la cour qui se les disputaient sans aucune fâcherie, car recevoir une petite part du repas de la reine constituait une insigne marque de distinction. Le rituel le plus attendu était cependant le boire de la reine. Lorsqu'elle portait le gobelet de terre cuite à ses lèvres, l'assistance applaudissait en cadence et claquait des doigts, et pendant qu'elle avalait à petites gorgées, le Premier ministre, assis à son côté, lui serrait le petit orteil du pied gauche en signe de communion et déclamait à haute voix ces quelques mots censés exprimer les vœux de la nation. Que cette boisson mêlée aux aliments qui soutiennent ta vie nourrisse chaque partie de ton corps, depuis le sommet de ta tête jusqu'à l'extrémité de tes doigts de pied. Cette cérémonie terminée, la reine faisait distribuer le restant de l'abondante nourriture. Il y en avait toujours assez pour tous, à l'assistance fort honorée de partager son repas. Quant au Premier ministre, il lui incombait de ramasser tous les os et de rechercher soigneusement par terre les reliefs du royal déjeuner avant de les déposer dans un petit coffre en bois coincé sous son bras. Ce, afin qu'aucun ennemi n'ait la tentation d'utiliser ces restes pour en faire un quelconque sortilège contre la reine. Lorsqu'elle recevait des Européens, les tables étaient dressées de nappes damassées et l'on sortait l'argenterie, la vaisselle de vermeil et les verres de cristal. La cuisine préparée à l'européenne était accompagnée des meilleurs vins du Portugal. Les dames de la cour, ainsi qu'elles-mêmes, revêtaient de luxueuses tenues à la mode de Lisbonne pour recevoir leurs invités, souvent surpris d'un accueil aussi raffiné dans un pays de, entre guillemets, sauvage. Certains se trouvaient d'ailleurs fort embarrassés avec les précieux présents ramenés de métropole de la part de leur souverain pour ponctuer une visite diplomatique. En réalité de vulgaires colliers de verroterie et ou de faux corail qu'elle offrait alors en souriant à ses suivantes. Une façon bien à elle d'indiquer à l'ambassadeur étranger que, dans son pays gorgé de minerais précieux, on connaissait le peu de valeur de ces pacotilles dont les Blancs estimaient qu'elles convenaient bien assez pour une reine africaine. À intervalles réguliers, après avoir réglé les affaires courantes du royaume, présidé une cour d'appel contre un jugement immérité ou discuté théologie avec ses missionnaires, la reine se rendait sur ses terres agricoles dans un hamac porté par des esclaves habitués aux longues distances. Tous ces sujets, hommes et femmes, notables et paysans, devaient prendre sur leur temps 3 fois par semaine pour cultiver les terres de leur souveraine et de la collectivité et entretenir les pâturages.
Ces tournées d'inspection étaient surtout destinées à contrôler le comportement des clans supérieurs, plus disposés à faire exécuter ces corvées par leurs serviteurs qu'à manier eux-mêmes là-haut. Dans ce royaume qu'elle dirigeait avec fermeté, elle avait réorganisé la haute administration du pays en doublant chaque poste de responsabilité occupé par un homme, d'un poste d'adjoint dévolu à une femme, et chacun devait lui rendre compte séparément. La chasse constituait un des passe-temps favoris de la reine. Plusieurs fauves enchaînés à des arbres gardaient l'entrée de sa résidence, et c'est avec malice qu'elle répondait à ceux qui s'étonnaient d'une telle activité, en dépit de son grand âge, que l'exercice de la chasse est excellent pour la santé. Lorsqu'elle partait en campagne, son escorte savait que les plus belles proies devaient lui être réservées. Les trophées qui tapissaient les murs et les peaux de zèbre et de léopard posées à même le sol impressionnèrent la plupart des visiteurs européens qui franchirent sa demeure. En fin de semaine, elle recevait habituellement les femmes de la noblesse angolaise qui, à son initiative, suivaient des cours de lecture, de couture et de broderie, et dont elle voulait apprécier les progrès. En effet, pour les soustraire à une oisiveté qui lui était insupportable, Nzinga faisait venir de Luanda des épouses de commerçants portugais chargés d'enseigner ses activités aux dames de sa cour, moyennant une forte rétribution qu'elle prenait en charge. Elle exigeait également de ses compatriotes féminines qu'elles s'exercent au maniement des armes, sachent tirer à l'arc et lancer un javelot, afin d'être utiles à la défense de la ville en temps de guerre. Aussi, lorsqu'elle passait ses troupes en revue, ces dames de compagnie étaient tenues de l'accompagner dans ses tournées d'inspection. Et puis, en ce mois de décembre 1663, la capitale du Matamba fut envahie par une tristesse inhabituelle. Depuis plusieurs jours, déjà, toutes les sorties de la reine avaient été annulées et on avait renforcé la garde autour du palais. Zinga, âgé de 82 ans, souffrait d'une inflammation de la gorge et ni les médecines de ses guérisseurs ni l'emplâtre de porcelaine que le missionnaire blanc lui avait posé sur la poitrine n'avaient pu atténuer ses douleurs. Cependant, pas une plainte ne franchissait ses lèvres. « C'est en vain que l'on voudrait me faire croire que je vivrai plus longtemps que les autres », confia-t-elle dans un souffle au père Antonio Cavacci da Montecuccolo, son nouveau confesseur qui ne la quittait pratiquement plus. « Je ne suis comme les autres qu'un sac de verre et de pourriture. Que diront tous ces gens qui me voient comme une immortelle et me vénèrent comme une déesse ?» Le matin du 17 décembre, après avoir reçu les derniers sacrements, elle convoqua ses ministres. Elle parlait avec difficulté et les quintes de tout lui arrachaient des gémissements qu'elle n'avait plus la force de réprimer. Elle leur annonça qu'elle était heureuse de mourir dans la foi catholique. Elle se repentit aussi publiquement d'avoir pratiqué jadis les coutumes barbares des Jagas et d'avoir versé tant de sang innocent. Se tournant vers son premier ministre qu'elle avait récemment élevé au grade de vice-roi du Matamba, elle lui dit « Le royaume est en paix et en bon état. Tâchez de le conserver comme je vous l'ai laissé. Défendez avec vigueur la cause de Dieu. Je veux que pour mes funérailles et ma sépulture, on suive les instructions de mon confesseur et qu'elles soient organisées selon les rites et les coutumes de la religion chrétienne. Et surtout, pas de sacrifice humain, même s'il s'agit d'honorer une grande reine. » On imagine le soulagement de ses suivantes, déjà terrorisées à l'idée d'être enterrées vivantes avec la dépouille de leur maîtresse, conformément à la tradition qui voulait qu'un cortège de familiers accompagne le défunt jusque dans sa tombe. Un apaisement sans doute partagé aussi par les serviteurs dont la nervosité, perceptible depuis quelques jours, traduisait bien cette crainte de se retrouver emmuré dans le caveau de la reine. Ainsi, il n'aurait pas à fuir subrepticement de nuit
pour éviter d'être attrapé par la milice royale qui se serait fait un devoir de ramener à la raison la centaine de victimes désignées pour l'Holocauste. Malgré la fièvre de l'agonie, Nzinga voulait encore libérer sa conscience. Je cite, « Mon seul regret, murmura-t-elle d'une voix à peine audible, est de ne pas laisser un fils qui puisse me succéder sur le trône du Matamba. » Elle fit une nouvelle pause, plus longue cette fois, comme si cet effort l'épuisait. Ou bien était-ce la douleur d'un insoutenable souvenir tapis au fond de sa mémoire? Était-elle en train de revivre alors que la mort venait à sa rencontre, ce jour maudit où son fils unique, un bébé de quelques mois qui tétait encore le sein, avait été assassiné par les sbires de son frère tant haï? Ce tyran de Maningola qui lui vouait une jalousie féroce parce qu'elle avait toujours été la préférée de leur père et parce qu'il la savait supérieure à lui. Il avait été facile pour Maningola d'obliger les servantes qui s'occupaient habituellement de l'enfant à lui obéir. En l'absence de la mère, elle lui avait préparé un bain bouillant dans lequel elle l'avait plongé jusqu'à ce qu'il étouffe dans d'atroces brûlures. Zinga avait alors une trentaine d'années. L'affreuse nouvelle l'avait brisée. Sur le corps martyrisé du nourrisson, elle avait publiquement juré de ne pleurer cette mort que lorsque sa vengeance serait accomplie. Mais ce n'était pas tout. Pour parachever son odieux dessein, une nuit, le frère sanguinaire l'avait fait attraper par 5 de ses hommes de main qu'il avait conduite entravée chez une matrone à sa solde. Et, au moyen d'un tison ardent introduit au plus profond de son corps, l'horrible mégère lui avait ôté tout espoir d'enfanter à nouveau. Une effroyable douleur qui ne s'était jamais effacée. En ces derniers instants, peut-être était-ce cette image de sang qui imprégnait ses pensées. Celle où, d'un coup de poignard à plein cœur, elle avait sauvagement mis fin à l'existence d'un garçonnet innocent, le fils unique de ce frère odieux dont elle s'était débarrassée par le poison quelques années plus tard. Une double vengeance pour une double peine. Son enfant assassiné et sa féminité mutilée. Et puis, toutes ces victimes sacrifiées à l'ambition d'une grande reine. Tout cela était bien loin maintenant. Ce qu'elle avait fait, elle avait fait pour son peuple. Eut-elle une ultime pensée pour tous les hommes qui avaient aussi traversé sa vie? Alliance de circonstances, liaisons politiques ou coups de cœur éphémères, autant d'amants rapidement relégués hors de sa couche, mais qui s'étaient succédés en nombre, comme si elle avait obstinément cherché à se prouver qu'elle était encore une femme. Une femme meurtrie qui, un jour de mélancolie, se laissa aller à avouer sa, entre guillemets, haine implacable pour la race entière des hommes. Fin de citation. Son dernier compagnon avait été un jeune serviteur de 50 ans, son cadet, qu'elle s'était choisi l'année de ses 75 ans. Nzinga mourut le 17 décembre 1663. On l'enterra couverte d'or et de pierres précieuses et c'est sa chère sœur Kambo qui lui succéda. À une époque où les Européens considéraient les Noirs comme inférieurs, les exploits d'Nzinga, femme cultivée parlant parfaitement le portugais, lui conféreront une extraordinaire notoriété dès le XVIIe siècle, notamment après la diffusion de comptes rendus de militaires portugais ou d'archives de gouverneurs en poste à Luanda, de ses lettres au roi Jean IV et Alphonse VI du Portugal, ainsi qu'au pape Alexandre VII à Rome, et enfin avec les témoignages des 2 missionnaires italiens qui vécurent à sa cour lors de leur séjour en Angola. Entre le XVIIe et le XIXe siècle, elle inspirera des récits et des fictions publiés en Allemagne, en France, en Italie, au Portugal et en Hollande. Elle sera aussi mentionnée dans des encyclopédies historiques, des chroniques de voyage et autres dictionnaires de personnages célèbres dont étaient friands les lecteurs de l'époque.
Cette floraison de descriptions sur la souveraine noire allait susciter la curiosité de l'illustrateur français Achille Deveria qui, sans l'avoir jamais rencontré, en dessinera un portrait en 1830. Et cette représentation imaginaire s'imposera en Occident comme une illustration quasi officielle de la reine d'Angola. Durant la guerre de libération contre le Portugal dans les années 1960-70, le souvenir de Zinga sera ravivé comme une icône de la résistance par les leaders nationalistes. Après l'indépendance de l'Angola en 1975, une statue plus proche de la physionomie qui semblait la caractériser, selon des descriptions recueillies dans les traditions orales, lui sera dédiée en 1976 par le nouveau pouvoir. Une façon de convier un peu d'authenticité pour contrebalancer l'image fantasmée de ce personnage emblématique. Fin du chapitre sur la reine Zinga. Alors Libota, merci d'avoir suivi cette lecture. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos réactions sur l'histoire de cette reine et aussi sur le livre. Toutes les informations seront dans les barres de description. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine heure de lecture.